J'agrandis mon écran. Voilà. Donc, merci à Gaëlle pour son invitation. Moi, maintenant, je vous emmène sur le doux chemin de la classe maternelle de nos rêves pour vous montrer notre travail sur l'empathie et la métacognition. Dans la formation La psychologie pour les enseignants, et plus particulièrement dans la partie réguler efficacement les comportements des élèves, Franck Ramus indique que dans les classes, je le cite, le comportement des élèves est une préoccupation constante, en particulier les comportements perturbateurs. Et il remarque, sur une année, combien d'heures perdues par chaque enseignant à faire la police et à tenter, bien que mal, de contenir les comportements nuisibles et combien d'heures perdues par chaque élève pour ses apprentissages. Effectivement, face à des élèves agressifs, à des bagarres, en récréation, des gestes, des mots déplacés qu'on a tous vus ou entendus un jour. J'ai décidé, lorsque j'ai eu ma classe, d'y instaurer un climat permettant aux élèves en fait, d'apprendre dans de bonnes conditions et d'éviter de jouer le rôle de policier, et moi aussi me permettant d'enseigner. Donc, dans un premier temps, j'ai observé mes élèves. J'ai pu remarquer la non-maîtrise des émotions pour les enfants dont les comportements étaient à risque, de l'égocentrisme et de l'absence d'empathie. Dans un second temps, j'ai donc effectué des recherches. J'ai suivi aussi, comme les filles, le DU en neuroéducation, afin de mieux appréhender le fonctionnement du cerveau des très jeunes enfants jusqu'aux adolescents. J'ai souhaité devenir ce que j'appelle un praticien-chercheur et pouvoir faire des allers-retours entre recherche en neurosciences et éducation. Donc voilà, j'ai décidé de développer ce qui manquait pour un climat de classe et donc d'apprentissage, bien sûr, apaisé, l'empathie. C'est aussi un point bien développé dans les nouveaux programmes de l'école primaire. Je vous mets celui de 2021 pour la maternelle. Je vous en ai cité une partie ici sur cette slide. Dans le volet 2 aussi, ça apparaît dans les programmes 2020 pour les cycles 2 et 3 de l'école élémentaire. Moi, aujourd'hui, je vais donc vous parler de comment je me sers en classe, de 6 stratégies pédagogiques, 6 points d'ancrage que vous avez dans cette slide. Vous pouvez les découvrir ici et je vous les présenterai selon le cas plus ou moins rapidement. Donc, premier point, j'ai voulu créer un espace sécure, apaisant, où chacun serait à sa place et apprendrait dans de bonnes conditions. J'ai donc pensé à m'approcher du concept de classe flexible. Maria Montessori, elle, soulignait déjà à sa conférence en Sorbonne de 1931, et même avant, lors de nombreuses observations, que, je cite, « Ceux qui défendent à l'enfant de se mouvoir mettent des obstacles à la construction de sa personnalité. Travail et mouvement sont une seule et même chose. » Voilà. Donc, les études menées indiquent aussi que bouger améliore les capacités d'apprentissage. Je vous propose sur cette slide 5 références, mais la liste n'est pas exhaustive, et loin de là. Donc, vous m'excuserez pour l'accent et la déformation des noms. Ranjana Mehta, en 2015, je cite, elle dit « L'utilisation continue des bureaux en position debout a été associée à des améliorations significatives des fonctions exécutives et des capacités de mémoire de travail. » L'étude publiée par l'Université de Salford, une étude faite en 2015, publiée en 2016, établit une correspondance entre niveau d'apprentissage des élèves et agencement des classes. Elle a été réalisée quand même auprès d'une cohorte de 3766 élèves. Cette étude relève que les paramètres de la salle de classe expliquent 16% de la variance des progrès d'apprentissage. Et même lors de la première phase de l'étude, sur une cohorte 5 fois plus petite, c'est pour ça qu'ils en parlent moins, 25%. Donc, je trouve que c'est vraiment un résultat impressionnant. Annie Féfin, chargée d'études et de recherche au service veille et analyse de l'Institut français de l'éducation, donc l'IFE, publie en 2016 un dossier de veille et elle insiste, je cite, sur « l'environnement de travail peut favoriser la différenciation des apprentissages. Cela passe par l'organisation du temps et de l'espace en aménageant la salle de classe, disposition des pupitres, accessibilité aux ressources, en facilitant le travail en groupe, en mettant en place un calendrier des activités évolutifs et adaptables. » Geneviève Laquer, elle, en 2018, dit, je cite encore, « Le fait qu'il doit choisir sa place de travail à chaque période de la journée
offre effectivement l'opportunité à l'élève de s'approprier son environnement tel qu'il le désire et l'incite, par le fait même, à être engagé dans son rôle d'apprenant. Kari Panan et son équipe en 2018 présentent les Flexible Learning Spaces comme des environnements d'apprentissage qui, je cite, contiennent une variété d'options de mobilier dans un espace relativement ouvert qui peut être configuré de manière variée pour favoriser une gamme d'expériences d'apprentissage et créer des occasions de travail à la fois individuelles et collaboratifs, tout en utilisant diverses technologies pour faciliter un enseignement et un apprentissage personnalisé. Voilà, donc en partant de ces études et bien d'autres, j'ai donc voulu créer un espace classe plus accueillant qui s'adapte aux besoins de chacun. Cet aménagement, je l'ai réfléchi et je le fais évoluer avec mes élèves afin de favoriser leur envie d'apprendre, et leur épanouissement. Cet environnement flexible permet de travailler et de développer la coopération et le tutorat entre pairs. Donc, je ne sais pas si vous verrez avec ma flèche, mais voilà, j'ai en classe, même pour des maternelles, des aides-tools, des gros ballons, je reviens un peu en arrière, des plus petits que vous voyez ici, des petits coussins massants à picot, des tables hautes, des tables basses, on peut travailler au sol, des poufs, enfin bon, bref, plein d'outils dans la classe. Par contre, par exemple, dans ma classe actuellement, je n'ai pas pu intervenir sur la couleur ou les matériaux, par exemple. Alors, avec ce travail engagé, il faut savoir que même mon rôle a changé. J'accompagne mes élèves, je les guide, j'ai donc dû m'effacer, lâcher prise, et ça, c'est pas facile du tout au début. Ceci, bien sûr, avec l'aide des apports théoriques, le soutien de collègues inspirantes comme Christine, dont vous découvrirez le travail après, et que je remercie d'ailleurs. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit sauté de slide, s'ajoute à cet espace flexible. Donc ici, vous voyez un travail dans des espaces à scénario pédagogique et un changement donc dans mes méthodes d'apprentissage et mon emploi du temps, bien sûr. Car, on le sait, une classe dite flexible, ce ne sont pas que des assises diverses. Mais je ne vais pas développer cette partie des méthodes pédagogiques aujourd'hui. Bref, le plus important à retenir, pourquoi ça fonctionne? 1. L'enfant est au cœur des apprentissages et de ce nouvel espace. 2. Il peut bouger, être autonome, ça canalise son énergie et sans que ça soit le bazar pour autant. 3. Dernier point, il collabore plus. Vous vous doutez bien sûr, que ce travail ne suffisait pas complètement. Je me suis donc préoccupée de la gestion des conflits, où je me dois bien sûr de donner l'exemple afin de réguler les émotions trop fortes. En maternelle, les émotions sont vraiment très fortes. Pour mes élèves, j'ai choisi l'image d'une bulle. Édouard Hall, dès la fin des années 60, dans l'étude, je l'ai remise à droite, sur la proxémie, c'est-à-dire l'étude des distances sociales, a parlé d'une zone, moi que j'appelle bulle pour mes élèves, émotionnellement forte. Il y a la zone publique à plus de 3,6 mètres de distance, la zone sociale entre 1,25 et 3,6 mètres, la zone personnelle entre 0,5 et 1,25 mètres, et la zone intime à moins de 45 cm. Donc, moi, en classe, j'utilise l'image des bulles afin d'adapter la compréhension de mon discours aux enfants de 4-5 ans. Par exemple, je leur explique que cette bulle d'espace, c'est la bulle dont j'ai besoin pour me sentir bien. Certains ont de très grandes bulles, d'autres des moyennes, d'autres petites. Et il peut arriver que nos bulles se cognent. Et c'est là qu'apparaissent les disputes. Alors, ce travail est en lien avec des méthodes telles que Gaëlle en a parlé tout à l'heure, la communication non violente et les messages clairs. Concrètement, donc, pour gérer un conflit, en récréation par exemple, 1. J'interviens immédiatement pour ne pas que le petit conflit dégénère, ce qui arrive très vite sinon en maternelle. 2. J'écoute les points de vue. 3. On écoute les sentiments de chacun, que l'on verbalise collectivement si besoin, grâce au travail sur les émotions. Et oui, surtout, on le sait, chez les plus jeunes, les mots posés
les attitudes développées vont constituer des leviers pour décharger tout l'émotionnel d'un conflit et bien sûr accroître la part de rationnel. 4. On tente de comprendre les sentiments de l'autre avec la mise en mots, l'explicitation d'un adulte ou d'un père, puis des personnes en conflit si possible. Et on va dire il y a un 4 bis. Si l'intervention précédente suffit, les prochaines fois, je tente de proposer aux enfants concernés de régler un petit conflit sans mon intervention, en ma présence ou non, si cela peut les y aider. Voilà. Mais pour gérer les conflits en classe, mon travail s'élargit à la connaissance des émotions. On nomme, on mime, on théâtralise les 4 émotions les plus faciles à reconnaître pour les plus petits. Ici, il n'y en a que 3, la 4e est en construction en classe. On engage des discussions, on joue des situations, je leur propose aussi des lectures d'albums, on travaille les émotions en art visuel, en écoute musicale. Et si tout cela ne suffit pas, ça peut arriver, hein, voici ce que je mets à leur disposition. Des paniers à linge dans lesquels on peut s'isoler et utiliser des fidgets pour l'autorégulation. On peut même mettre, si besoin, un casque anti-bruit. Le 3e outil que je vous avais présenté sur ma route des apprentissages vers l'empathie, c'est le geste respectueux. Je vous présente un geste que l'on utilise depuis le début de l'année à l'école. Le geste respectueux, appelé aussi, ils ont choisi et voté, la main magique. Le principe est simple. Vous voyez sur la photo de droite, un enfant, donc celui à droite sur la photo, a besoin de me parler. Mais je suis en train d'expliquer quelque chose à un autre camarade, celui à gauche. Celui de droite pose sa main sur mon bras. Ça remplace le « maîtresse ». Je pose ma main sur la sienne. Ça veut dire « j'ai vu que tu es là, que tu as quelque chose à me dire ». Et ça me permet de ne pas crier « bon, je parle, ne me coupe pas la parole ». Voilà. Et cela fonctionne vraiment, très très bien. Ici à gauche, les dessins que vous voyez, c'est ce qu'ont fait mes élèves afin de pouvoir expliciter cette main magique à leurs parents. Et peut-être aussi, j'espère, hein, pour qu'elle soit bien sûr réutilisée, peut-être, dans les familles. Parce que, j'en ai pas encore parlé, mais tous ces points présentés aujourd'hui sont explicités aux parents, soit lors de la réunion de rentrée, soit sur l'application que j'utilise pour le lien avec les familles, soit dans le lutin de vie des enfants. Donc, mais Juliette développera cette partie lors de son intervention. J'en viens donc au 4e point, la relaxation. Vous avez découvert avec Caroline beaucoup de choses à ce sujet et elle nous a fait participer, c'était d'ailleurs génial. Je la remercie encore. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails. Là encore, des adaptations ont été nécessaires pour les plus petits. Donc, tous les après-midi, relaxation pendant 10 minutes en début d'année, puis jusqu'à 20 minutes. Au début, on commence avec des comptines mimées et exagérés comme Monsieur Pouce s'endort, Ma maison, et on fait aussi des jeux comme la pizza, par exemple, hein, à déguster sans modération. Eux l'adorent en classe. 5e point que je vous présente rapidement aussi, c'est changer les modalités d'évaluation. Je vous ai mis 2 QR codes de conférences sur l'évaluation positive et sur les modalités d'évaluation, les travaux du docteur Catherine Guéguen et Viviane Bouis, car pour travailler l'empathie, à l'école, il fallait aussi passer, c'était important, par un changement dans mes modalités d'évaluation et qu'elles prennent sens, en fait, pour moi, pour les familles et surtout pour les enfants. J'ai créé donc un carnet de suivi des apprentissages, travail que j'ai présenté sur notre circo en co-intervention lors d'animations pédagogiques. Ce carnet, bien sûr, il répond déjà à la commande institutionnelle, mais surtout à mes attentes afin d'évaluer correctement mes élèves et surtout de les associer à la validation de leurs compétences. L'enfant, vous la voyez sur l'image, Anna, s'approprie son carnet comme un outil qu'elle peut consulter tous les jours. Il est toujours à disposition dans son casier. Dernier point, et non des moindres, comprendre le fonctionnement de son cerveau. Donc, pour pouvoir
Développer l'empathie chez mes petits, il fallait développer la métacognition. L'élève qui connaît la cognition accède plus facilement, plus aisément à la métacognition, c'est-à-dire à la conscience de ses processus cognitifs. Il arrive donc, on va dire, à se projeter dans l'autre et améliore aussi ses performances de mémorisation. On pourrait prendre l'image d'un starter pour cet apprentissage indispensable de la métacognition. Merci Gaëlle pour l'image. Le professeur Lachaud, lui, dit la métacognition, c'est le premier facteur de succès à l'école. Donc, je vous ai mis à disposition à gauche un QR code qui vous renvoie à une capsule vraiment super facile et claire. Avec la métaphore d'un grimpeur, elle est proposée par Jean-Luc Berthier et son équipe. À droite, je vous ai mis une slide sur ce qui m'intéresse vraiment et qui est issu des travaux du LabCD. Ça m'intéresse plus particulièrement pour mes élèves de maternelle. Donc, parmi les capacités métacognitives, on a les capacités des théories de l'esprit qui permettent à chaque individu de comprendre et de prédire les comportements d'autrui. Et ça, c'est pas facile du tout pour un enfant de 4-5 ans. Vous imaginez, c'est un vrai défi pour lui. Et pour l'enseignant aussi, une sacrée contrainte. Donc, j'ai découvert ces 3 projets. Les aventuriers, l'attention, ça s'apprend avec le professeur Lachaud, c'est le projet Atoll, et les Coniclasses avec l'équipe de Jean-Luc Berthier. J'ai suivi la formation du professeur Lachaud sur l'attention, ça s'apprend. Donc, j'ai travaillé plus particulièrement avec les aventuriers du cerveau et à partir du projet Atoll. Mais j'ai dû, encore une fois, les réadapter à l'âge de mon public avec la création de très nombreux jeux. On le sait, hein, en maternelle, on apprend par le jeu. Grégoire Bors l'a souligné avec ces mots que je trouve vraiment bien adaptés. Je le cite, « Dans le jeu, on reçoit de façon quasi instantanée un retour sur ses actions, ce qui est un moteur très puissant des apprentissages. » L'année dernière, d'ailleurs, un super travail a été effectué et proposé avec aussi une nouvelle mallette qui s'appelle « Entraîner le cerveau à résister ». Donc, nous voilà partis tout au long de l'année et au moins une fois par semaine à la découverte de notre cerveau. On y travaille les émotions, l'attention, le contrôle inhibiteur et plein d'autres choses. Voilà. Pour que mes petits élèves soient empathiques, mais aussi pour qu'ils s'approprient les outils de concentration, de gestion de leur attention et de leurs émotions, ils doivent, dans un premier temps, comprendre ce qu'est un cerveau. Mais avec un vrai, hein, au départ, vous voyez, c'est un vrai, afin de donner du sens à ce que j'explique, ce qui n'était pas le cas quand je ne faisais pas ces premières séances avec un vrai cerveau. Ensuite, je développe le travail sur l'attention et les émotions. Tout d'abord, comment comprendre ses propres émotions pour après comprendre l'attention. Pourquoi l'attention permet de se connecter avec une autre personne et pourquoi en fait c'est nécessaire et utile. Attention, hein, ça c'est un gros projet annuel que je mène sur plus de 60 séances, mais qui porte largement ses fruits. Grâce à ce travail, j'ai pu constater que mes élèves étaient placés au cœur de la dynamique et se sont responsabilisés vis-à-vis de leur capacité d'apprendre. J'ai aussi pu constater que certains, malgré leur très jeune âge, réutilisaient ce qu'ils avaient appris. Hein, je cite Jade, par exemple, qui dit l'année dernière dans ma classe, « Tu sais Thomas, là, je vois que tu n'es pas concentré, regarde. Tu ne regardes pas ce que tu fais et du coup, tu l'as renversé. Ton cerveau, pense à ton cerveau. » Voilà, j'ai adoré cette petite phrase, j'ai retenu. Alors, pour conclure, je dirais que, eh bien oui, 1000 fois oui, le développement du travail sur l'empathie dès la maternelle, il est primordial puisqu'il pose des bases solides dans la prévention de la violence et du harcèlement scolaire. Si vous voulez, si vous le souhaitez, vous aurez accès via le Padlet à des liens vers des enquêtes sur l'importance de l'empathie, comme cette étude finlandaise qui a été menée de 2006 à 2016 et qui montre que l'empathie du professeur a un impact sur la réussite scolaire de ses élèves. Donc, je reviens sur la classe de nos rêves, qui était l'image quand même principale de ce webinaire. Voilà la classe de leurs rêves avec des décorations de château fort, un échiquier géant, une piscine, je n'ai pas. Une maîtresse quand même, j'étais là, un jardin et ses papillons,
des ballons, des tabourets, des tables hautes et basses, ce qui ne se voit pas trop à l'écran, un espace jeu cuisine. Et voilà notre classe. Donc, je crois qu'on s'approche quand même de la classe de leur rêve, parce que là, c'est leur classe actuelle, sauf la piscine. Voilà. Et je finis, je crois, sur cette belle note. Je laisse ma place à Juliette et je vous remercie.